Cette œuvre, elle m'inspire autant une grande symbiose avec la nature qu'une calamité s'étant autrefois abattue sur un peuple. Avant de vous raconter l'histoire derrière cette maquette, il est essentiel de commencer par vous décrire les composantes matérielles qui ont façonné cette affiche. Ne vous fiez pas aux apparences. Bien que cette affiche paraisse au premier coup d'œil assez simple, celle-ci est en réalité enduite d'un papier glacé composé d'un mélange de polymères, offrant ainsi un revêtement qui a pour but de renforcer et consolider la surface de l'affiche. Cette propriété physique confère au papier plusieurs qualités, telles qu'un plus petit poids, un brillant de surface accentué, le lisser et une absorption d'encre réduite. À l'instar du fameux papyrus de nos amis égyptiens, le type de papier que nous avons utilisé a pour objectif de faire durer notre œuvre dans le temps tout en évitant que le papier jaunisse ou ne perde sa flexibilité. Par conséquent, l'impression de haute qualité assure une résistance à l'eau et à l'humidité ainsi qu'une protection aux rayons ultraviolets. En plus du caractère durable de notre affiche, l'apparence de celle-ci présente également une autre particularité visuelle. En effet, il y a un principe d'imagerie lenticulaire qui est un procédé permettant de produire des images qui donnent une impression de relief 3D ou qui changent en fonction de l'angle. Cela permet de mettre l'accent sur le contraste entre deux images distinctes présentes dans une seule et même œuvre, un peu comme dans les napperons. On arrive donc à interpréter l'image différemment selon notre perspective, car l'œil droit perçoit une image pendant que l'œil gauche en perçoit une autre, ce qui crée un effet de profondeur donnant l'illusion d'une troisième dimension. En ce qui concerne l'emplacement, nous prévoyons exposer notre affiche à l'intérieur du métro pour une raison que nous développerons plus tard. Celle-ci sera présentée de la même manière que les grandes affiches publicitaires, c'est-à-dire que l'on pourra retrouver notre affiche dans absolument tous les grands couloirs souterrains du métro. Les dimensions vont naturellement se rapprocher le plus possible d'une affiche standard de métro, soit un format de 150 par 200 cm. Cette grande dimension vise à rendre l'affiche déchiffrable très rapidement, notamment par des gens pressés dans le métro. En général, les utilisateurs du métro sont embarrassés par la foule, le bruit et sont souvent perturbés par le stress ambiant. Dans ces conditions, l'affichage se doit d'être particulièrement visible et au-dessus des têtes, ce qui impose des formats de grande dimension avec des couleurs et des thématiques apaisantes. Finalement, son poids s'élèvera à seulement 235 grammes. La disposition de l'affiche possède un lien direct avec Michel Jean, l'auteur de Coucoume, l'œuvre que nous avons choisie. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le contraste entre la zone industrielle, qui est symbole d'agitation, et la forêt, qui est synonyme d'apaisement et de sérénité, permet de tracer la barrière entre les deux identités culturelles de l'auteur. D'un côté, nous pouvons apercevoir des usines ainsi qu'une société qui commence à se moderniser, ce qui représente sa culture occidentale ainsi que toutes les atrocités que Michel Jean souhaite mettre en lumière, soit la perte des terres autochtones, l'enfermement des réserves et la violence des pensionnats. De l'autre côté, on peut apercevoir un environnement naturel où règne la quiétude et le calme. Un environnement où on développe une alchimie avec les lacs, les animaux et la forêt. Un environnement reflétant purement la repère culturel Innu de Michel Jean. Étant québécois d'origine Innu, Michel Jean jongle ainsi entre deux différentes cultures dans l'espoir de révéler au grand jour les enjeux qui ont affecté les peuples Innu de l'époque. En empiétant sur leur territoire, les colons ont contribué à l'effacement d'une culture par le biais d'une soi-disant progrès représenté par la zone industrielle. De plus, nous pouvons constater que l'élément qui forme ce contraste entre ces deux cultures est une forêt accompagnée d'un lac. Ce symbole est présent dans l'objectif de démontrer à quel point la puissance de l'homme est dérisoire face à la grandeur de la nature. En effet, l'alchimie qu'entretiennent les Innus avec ce paysage environnant implique une spiritualité profonde qui permet de s'isoler de tous les désastres apportés par les colons. C'est une façon de démontrer qu'en faisant la transition du territoire urbain vers la forêt, c'est une opportunité de vivre une immersion dans le froid, la rigueur, mais aussi dans la vie communautaire, le partage, la transmission des valeurs, la découverte des gestes, des codes de survie, découvrir comment chasser, cuire, fabriquer les équipements essentiels. Bref, c'est prendre le temps d'écouter et de regarder, vivre dans le moment présent. Cette barrière naturelle est justement là pour insister sur le changement de mode de vie d'Almanda dans Coucoume, ainsi que sur le contraste des deux parties du roman. La première étant plutôt l'immersion dans la culture autochtone, tandis que la deuxième décrit les tribulations du clan Siméon. En parlant d'Almanda Siméon, pour la représenter dans l'œuvre, nous l'avons incarnée avec une statue. Le symbole qui se cache derrière cette statue est une représentation des codes de la nature, une caractéristique clé dans l'identité d'Almanda. Nous voulions à la base faire référence à Gaïa, qui est dans la mythologie grecque, une femme qui représente la divinité de la nature.
Gaïa est l'origine de l'expression d'âme ou mère nature, que nous voulions faire transmettre à travers Almanda. Cette statue est également un lieu pour venir se recueillir, car Almanda a pu développer une profonde plénitude à travers une fréquentation des bois, des animaux, de la rivière, de la nature. Nous avons aussi choisi une statue pour démontrer le faible nombre de statues qui rendent hommage aux femmes du Canada, un autre enjeu dans Kukum. À propos des femmes, celles-ci sont aussi représentées par le biais d'un symbole vestimentaire culturellement élu. En effet, nous pouvons apercevoir que celle-ci arrive à s'affirmer à l'aide d'un bonnet montagnier de femmes, qui est habillé traditionnellement autochtone, ayant disparu juste après les envahissements des Blancs, mais qui reste toujours un symbole identitaire de la culture matérielle des Inuits. Le rouge orangé symbolise la lumière du feu et le noir symbolise l'obscurité de la nuit. La forme conique de ce chapeau, avec les bandes noires convergeant vers le sommet du bonnet, symbolise la hutte de sudation où ont lieu la purification et les révélations. Certains pensent que le motif de la perle en double courbe représente le caribou et le masculin. Ce symbole permet donc de représenter la dimension identitaire de la culture féminine des Inuits, et donc les barrières imposées aux femmes qui seront brisées par Almanda en arborant fièrement ce couvre-chef. Finalement, notre dernier symbole est un campement composé de plusieurs tentes en feu. Ce campement symbolise en premier lieu la découverte de la part d'Almanda du caractère nomade des Inuits et de son intégration dans ce mode de vie. Le fait que les tentes soient en train de brûler représente la perte du territoire des nations autochtones sur 2 générations. Dans la spiritualité autochtone, le feu est interprété comme un danger imminent. Ainsi, ce feu représente la sédentarisation forcée des Inuits de la part des colons, la perte de leur vie nomade, la déforestation et l'instauration des réserves. En bref, le feu était une personnification des colons blancs ayant amorcé l'acculturation suivie de la colonisation. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le symbolisme de notre œuvre, vous vous demandez sûrement pourquoi la mairesse devrait choisir notre affiche. Tout d'abord, le format de notre œuvre est selon nous le meilleur qui puisse exister dans une station de métro. En effet, en raison du fait qu'elle peut être accrochée n'importe où, et pour n'importe quelle occasion, notre affiche sera par conséquent très accrocheuse lorsque des gens pressés iront rapidement prendre le métro. L'agence de communication publicitaire affirme que l'affiche est le moyen le plus efficace comme support de communication. Nous avons simplement à penser à l'art publicitaire qui est une pratique très similaire à notre œuvre et qui consiste à attirer l'attention du public à l'aide de symboles très puissants et évocateurs. De plus, je me dois de reconnaître qu'une immense statue est bien plus imposante qu'une simple affiche au premier coup d'œil. Mais laissez-moi douter, chère mairesse, que les gens retiendront vraiment le message et le symbole derrière l'œuvre, contrairement à une affiche. Une affiche placée dans un lieu de fort passage, soit à l'intérieur du métro, permettra ainsi d'interpeller plus de personnes et de faire davantage connaître la prestigieuse œuvre de Michel Jean à travers le Québec. Les gens qui attendront leur métro auront la chance d'avoir le temps de pouvoir apprécier notre œuvre et aussi d'analyser les différents symboles qu'on a expliqués auparavant. Ensuite, il est indéniable que ce soit Michel Jean qui mérite cet hommage, puisqu'il est, selon ses propres mots, au Québec l'un des seuls journalistes autochtones en nombre. Il est connu que les Premières Nations ont un besoin criant de se faire entendre, et un Innu de la communauté de Mashteuliatch, qui a en plus une fonction de journaliste, soit un métier qui permet le partage des idéologies politiques, et donc le candidat idéal pour faire rayonner mondialement les valeurs autochtones, les valeurs ancestrales autochtones qui sont en voie d'extinction. Son livre Kukum, qui s'est fait distribuer dans de nombreux pays à l'étranger, a même reçu le prix littéraire France-Québec 2020 en se classant statistiquement parmi les romans les plus lus du Québec avec 60 000 exemplaires. La culture autochtone est cruellement sous-représentée au Québec. C'est donc une excellente occasion de mettre en lumière Michel Jean et ses autres œuvres. Michel Jean est aussi affilié à une maison d'édition qui se consacre à la littérature autochtone d'Amérique du Nord. Ça peut donc faire reconnaître aussi d'autres minorités. Finalement, notre œuvre mérite sa place pour une raison de valeur historique. En effet, en plus d'être un récit poignant qui retrace la relation amoureuse d'Almanda, Kukum peut être considéré comme un recueil historique qui laisse des traces sur différents enjeux qui sont encore méconnus du grand public, tels que la déforestation, la sédentarisation forcée ou encore les violences faites aux femmes autochtones. En gros, Kukum n'est pas un simple recueil de poèmes ou romans. C'est une relique historique qui permet de mettre la lumière sur différentes atrocités, autant que sur une culture très riche. C'est le caractère réel de ce récit qui
nous fait penser que c'est bien plus évocateur qu'une histoire fictive. Et je pense que ça permettrait aux gens de se sensibiliser sur les différents enjeux et d'en apprendre plus sur le passé qui entoure la culture autochtone.